Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je m'attaque à un très gros projet. Enfin un très gros projet, quelque chose qui pourrait être plus simple, enfin considéré comme simple par certains, mais à mon niveau je trouve que c'est énormément de boulot. C'est un tanto, alors pas une représentation historique, juste une interprétation personnelle. Donc des lames tanto, et en fait qui correspond aux critères du concours que j'organise sur le groupe La Coutellerie Une Passion. Donc c'est un groupe Facebook dont moi et un ami et moi, on est les administrateurs, qui accueille un petit peu plus de 1000 membres et sur lesquels on organise régulièrement des concours de réalisation de couteaux qui sont ouverts à tous et qui sont faits pour ceux qui veulent participer, pour progresser et surtout pour essayer de dépasser un peu nos zones de confort, nos limites. Et évidemment, il y a souvent des lots à la clé, et ici, il y a effectivement un joli lot à la clé. Donc je vous mettrai le lien du groupe dans la description. Donc comme d'habitude, j'utilise ma meuleuse au début pour pouvoir enlever un maximum de matière et me rapprocher de mes lignes. Et une fois que mes lignes sont atteintes, je vais utiliser ma ponceuse pour pouvoir nettoyer tout ça et rendre les lignes plates et les lignes courbes bien plus régulières. Donc là, le profil du couteau est relativement simple. Ce qui va être challengeant, c'est notamment sa taille, mais en plus tout le travail qu'il va y avoir au niveau des épaules, du manche, etc. Donc là, j'ai fait mes épaules les plus régulières possibles grâce à mon guide lime. Et là, en fait, je marque là où je vais réaliser ce que je vais appeler mon faux habaki, en fait. Alors le habaki, j'ai très peu de connaissances sur les couteaux japonais. Et c'est une sorte de petite pièce qui va venir se placer juste au-dessus de la garde sur la lame. Donc, comme je vais pas pouvoir la réaliser d'une seule pièce, je vais utiliser une petite astuce. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai percé des trous et je vais utiliser ces trous pour mettre deux petites pièces et faire mon habaki au lieu de le faire en une seule pièce. J'ai réalisé des entailles sur la soie, comme vous avez pu le voir, pour pouvoir augmenter l'adhérence de la colle au moment du collage. Et maintenant, je réalise mes émoutures. C'est une lame avec une pointe tanto, donc il va falloir travailler le tranchant en deux parties. D'abord le long tranchant principal, puis la pointe tanto. Ou dans l'autre sens, peu importe. En fait, si vous ne travaillez pas en deux parties, ce qui va se passer, c'est que vous allez arrondir cette pointe et on va plus avoir vraiment cet angle qui est caractéristique des pointes tanto américaines. Parce que traditionnellement, cette forte démarcation d'angle, on ne la remarque pas forcément. Donc là, j'utilise du grain 40. Le but est de dégrossir le travail, pas forcément d'être joli. De toute façon, toutes les finitions, je les fais après la trempe, surtout dans ce cas-là. Donc voilà, ma lame est presque terminée. Il va y avoir beaucoup de travail de lime maintenant. Du coup, beaucoup de travail fait à la lime. Parce qu'évidemment, c'est un concours, donc le but, ça va quand même être de faire quelque chose qui soit le plus joli possible. Donc, je réalise d'abord un casse-goutte, ça c'est surtout un côté pratique. Mais ensuite, j'ai beaucoup de guillochage à faire. Alors, je choisis un motif très simple parce que je suis vraiment pas un expert là-dedans et que je suis encore pas très adroit pour faire ce genre de choses. Je crois que c'est un motif vigne, mais je suis même pas sûr du nom du truc. Quoi qu'il en soit, je suis plutôt satisfait, même si j'ai dérapé quelques fois et que c'est loin d'être parfait. Donc voilà, maintenant on va utiliser des petites plaques en aluminium pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure, le faux habaki. Donc je vous laisserai rechercher plus précisément ce que c'est pour ceux que ça intéresse. Mais comme je vais pouvoir réaliser une pièce qui va permettre d'encadrer en fait la lame, je vais utiliser deux petites pièces d'aluminium que je vais percer et mettre aux bonnes dimensions pour qu'en fait elles viennent se mettre de chaque côté de la lame, puis je vais les rifter et grâce à ça, ça va me permettre de mimer en fait cette pièce et de faire un faux habaki. Donc c'est de l'aluminium, ça se travaille pas trop mal, ça se perce très bien. Le seul souci qu'on peut avoir, c'est au niveau d'utilisation d'outils abrasifs comme la meuleuse ou des trucs comme ça, où ça encrasse très vite les bandes. Mais bon, globalement, c'est une matière. Je suis vraiment pas fan de travailler avec ça, mais dans ce cas-là, ça a été plutôt bien. Donc j'ai tracé mes limites, et en fait, les limites très importantes vont être surtout au niveau des épaules.
pour éviter qu'il y ait trop de jour entre les épaules du couteau et la garde, enfin les différentes pièces de la garde. Donc voilà ce que ça fait. Je trouve que le résultat est pas trop mal, en fait, ça mime assez bien cette petite pièce. Idéalement, il aurait fallu quelque chose comme du laiton ou du bronze, mais j'en ai pas, donc je fais comme ça. Et surtout, je vais essayer de garder une sorte d'alternance de noir-blanc ou de clair foncé dans ce couteau. Là, c'est une autre pièce d'aluminium, cette fois-ci elle est plus épaisse, elle fait 3 mm je crois. Et je vais m'en servir pour faire ma garde du couteau, dans une des pièces de la garde du couteau. Donc là, j'essaie d'être le plus précis possible dans la réalisation du trou dans lequel je vais passer le manche, pour qu'il y ait le moins de jours possible. Même si une partie de ce jour pourrait être masquée par les pièces qui composent ce faux habaki, il faut quand même être aussi précis que possible. Je suis globalement content, j'ai juste un tout petit jour au niveau de l'extrémité des épaules. Ça c'est parce que je pouvais pas mettre mon guiding plus mes pièces pour habaki, ça tenait pas, du coup c'est ce petit jour là que j'arrive pas à corriger. J'ai nettoyé toutes mes pièces et fini la première pièce de la garde. Donc voilà ce que ça donne. Et là, je vais découper plusieurs pièces. Donc d'abord une première qui va me servir de garde. Donc là aussi, la précision est de rigueur. Il va falloir que je fasse le trou qui soit le plus proche possible des dimensions de la soie et du couteau, en arrondissant bien sûr les angles pour pouvoir bien insérer et bien correspondre aux épaules du couteau. C'est un travail qui est assez long, assez fastidieux, mais ça en vaut la peine. Donc voilà le résultat avec toutes les pièces que j'ai réalisées pour le moment. Ça s'emboîte plutôt pas mal, j'ai pas trop de soucis, il faut juste trouver la bonne orientation pour éviter, en fait ça se prend un petit peu dans les creux que j'ai creusés dans la soie. Mais ça s'emboîte pas trop mal et j'ai pas trop de jours, donc je pense qu'avec un petit peu de finition, le résultat va être joli. Et rebelote, je découpe encore des pièces. En fait, la difficulté dans ce projet, ça va pas être forcément la lame. Ça va vraiment être la constitution du manche et des différentes pièces qu'il va falloir ajuster. Je suis pas à l'aise quand je fabrique des couteaux en soie cachée, comme c'est le cas de ce Tanto. En fait, j'ai besoin d'entraînement. Donc ce concours, c'est aussi une parfaite occasion pour moi et pour d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de réaliser ce genre de réalisation. Donc c'est une parfaite occasion pour progresser et pour tester de nouveaux trucs, parce que en fait on fait ça pour nous et il n'y a rien en jeu, personne n'a déboursé d'argent pour s'inscrire au concours ni quoi que ce soit, donc il faut pousser ses limites et essayer de faire toujours au mieux. Alors au total j'ai 3 pièces pour ma garde, 2 pièces en acier dans le manche et mes 2 pièces habaki. Donc tout ça, il a fallu ajuster tout ça à la main, aux bonnes dimensions, à la bonne hauteur, bien évidemment. Donc là, j'ai usiné une première pièce en acier pour le manche. Là, c'est un petit morceau d'ébène que j'ai acheté avec un ami. On a acheté une boîte de chute et il y avait pas mal de morceaux dedans et du coup on a pu se partager. Et donc j'ajuste aussi toutes mes pièces du manche de la façon la plus précise possible. Là, c'est 2 pièces que j'avais collées et qui vont me servir, qui vont faire le cul du manche en fait. Donc voilà, un assemblage de toutes les pièces que j'ai fait pour le moment. Hop, ça c'est un morceau de sycomore qui va être très très blanc après du polissage. Et voilà, donc là vous voyez, on retrouve bien l'alternance clair foncé. Et ça va être beaucoup plus visible après toutes les finitions, bien évidemment. Là, j'ai serré toutes mes pièces et je perce mon trou dans le manche pour que mes pièces puissent vraiment s'emboîter de la façon la plus précise possible et qu'elles ne bougent plus, surtout lorsque je vais commencer à les travailler. J'ai travaillé chacune des pièces pour le manche d'abord de façon simultanée. Donc là, je travaille la première pour me faire une sorte de guide pour les 2 autres. Et une fois que toutes ces pièces seront globalement en même dimension, je vais les ajuster pour que mon manche ne soit pas parfaitement rectiligne
mais qui s'affine un petit peu vers la fin du manche. Donc j'ai utilisé une pince multiprise, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir maintenir les pièces ensemble pendant que j'ai travaillé. C'est de l'acier mou, hein, de la ferraille, rien de très compliqué, ça se travaille bien, pas trop de problème avec ça. Ensuite, j'ai marqué mes pièces de bois dans le manche pour qu'elles puissent correspondre aux pièces d'acier, et il faut aussi les travailler. J'essaie de faire un maximum d'ajustements avant la trempe, pour une question de temps en fait. Je vais gagner du temps en faisant ça maintenant, parce que ma forge est à l'extérieur, donc c'est pas mal dépendant des conditions météorologiques. Là il pleuvait, donc je pouvais pas tremper mes pièces, donc il a fallu que j'avance sur le projet quand même. J'utilise aussi la meuleuse, là où il y a beaucoup de matière à enlever. Bien sûr, je fais attention à pas toucher les pièces en acier que j'ai usinées avant aux bonnes dimensions. Une fois que mes pièces d'acier sont aux bonnes dimensions, je vais utiliser mon Dremel et des limes pour pouvoir faire du guillochage sur chacune de ces pièces. Donc bien sûr, après, il ne faudra surtout pas retoucher ces pièces-là, sinon le guillochage va s'en aller. Et pour avoir un fond noir sur mon guillochage, je vais passer chacune de ces pièces dans la forge pour que l'oxydation noircisse les creux du guillochage. Un petit coup de ponceuse pour essayer d'amener à niveau un maximum, mais le plus gros du travail sera fait après la trempe. Ça, c'est ma garde, donc la plus grosse pièce de la garde du moins, et je casse mes angles en fait en faisant un petit arc de cercle à chaque angle. Je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué au niveau de la forme, je voulais rester assez simple, parce que j'ai manqué un petit peu d'inspiration, et puis parce que je trouvais que ça restait assez cohérent avec le reste du projet. J'ai quand même fait un petit guillochage, là c'est vraiment un truc très simple, mais je voulais pas laisser ces surfaces là sans aucune décoration. Donc voilà toutes les pièces assemblées les unes avec les autres dans le bon ordre. Garder en mémoire, pas en mémoire, mais garder trace de l'ordre d'assemblage des pièces, c'était aussi pas quelque chose de facile. Donc voilà, tout est prêt pour la trempe. J'ai d'abord commencé par tremper la garde ainsi que tous les intercalaires en acier, parce qu'en fait je voulais obtenir cette couleur noire, brute de trempe, ce qu'on appelle. Pour la garde ça a très bien marché, et pour les intercalaires en acier en fait il fallait juste que le fond de mon guillochage se noircisse pour qu'il puisse y avoir un contraste. J'ai ensuite trempé la lame, rien de bien compliqué, ça s'est plutôt bien passé, elle a pas tordu du tout, et vous pouvez le voir à la couleur de l'acier, on obtient une belle trempe en fait. Donc j'étais assez content de cette partie là. Maintenant que tout a été trempé, évidemment c'est tout plein de graisse et tout noir là où je ne veux pas, donc pour les intercalaires en acier, il faut que je nettoie au moins toutes les surfaces qui seront en contact avec d'autres matériaux du manche, sinon la colle ne va pas pouvoir adhérer. Donc pour ça j'utilise une surface qui est bien plane et du papier de verre, ici c'est du papier silex, ça n'est pas un grain très élevé mais c'est pas assez agressif pour vraiment tordre mes parties en acier, enfin pour affecter la planéité, mais suffisamment agressif pour pouvoir enlever toute la crasse en fait. Je fais ensuite un petit montage du manche, parce qu'en fait si je colle tout et qu'ensuite je façonne le manche, la garde va me gêner. Avec l'outil dont je dispose, ma petite ponceuse à bande, je ne vais pas pouvoir assembler et travailler en même temps. Donc en fait il faut d'abord que je colle le manche, que je maintienne tout ça serré, donc là c'est ce que je suis en train de faire, je place mon serre-joint et j'ai tout bien encollé. Et ensuite je vais pouvoir retirer la lame et laisser sécher ça. Pendant que tout sèche, je commence à travailler sur les finitions de plusieurs pièces, donc je commence par l'espèce de petite garde, celle qui va venir se placer au-dessus de la plus grosse. Je décide de mettre un polymiroir là-dessus. Comme d'habitude, à la frotte, il faut faire très attention parce que si l'objet vous échappe, il peut vraiment partir très vite, voire faire un tour complet et vous taper très fort. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Sur de l'aluminium, c'est assez simple parce que c'est un matériau qui se polit très bien.
qui est un peu compliqué à travailler parce que ça bouffe vite les abrasifs, mais ça se polit bien. Après avoir fait un revenu sur la lame, je retourne sur la ponceuse à bande, cette fois-ci avec du grain 80. L'objectif ici, c'est d'affiner mon tranchant et de blanchir toute ma lame pour pouvoir ensuite passer au polissage à main. Comme pour la réalisation du tranchant, on travaille aussi en 2 parties, d'abord le tranchant principal, puis la pointe, ou l'inverse, peu importe. Mais il faut vraiment garder cette démarcation entre les 2 tranchants pour pouvoir garder en fait la forme de la pointe. Donc je monte jusqu'au grain 400 à la ponceuse, ça va me sauver pas mal de temps pour le polissage à main après. Pour le polissage à main, je commence comme d'habitude au grain 240, donc c'est un grain qui est quand même assez élevé pour commencer du polissage, et tout ça, comme je l'ai dit, c'est rendu possible parce qu'on monte assez haut à la machine. On n'oublie pas le dos du couteau, et en fait toutes les petites parties qui vont potentiellement être cachées, mais comme j'ai pas encore fini d'ajuster mon espèce de faux abaki, les mitres en fait, en aluminium, je préfère tout polir correctement, et comme ça j'ai pas de souci à me faire si jamais on voit quand même un petit morceau. Donc ici, comme la lame était très longue, ça m'a quand même pris pas mal de temps de passer par tous les grains. Donc ma progression c'est 240, 320, puis je fais un gros saut jusqu'au 1000, ça me prend du temps. Après 2000, 5000 et enfin 7000. Je travaille tout en tiré de long, c'est pas un polymiroir parfait, mais je suis quand même très satisfait du résultat. En fait, pour moi, l'important, c'est qu'on n'ait plus de rayures perpendiculaires à la lame. Parce que c'est vraiment ça qui gâche tout le polissage, à mon goût. Ensuite, petit passage à la frotte. J'utilise d'abord de la pâte bleue, puis de la pâte blanche. Alors ici, comme la lame est très longue, il faut vraiment faire très attention. Surtout quand vous polissez le dos comme je le fais là, il faut vraiment pas que le tranchant se prenne contre la lame. Donc vraiment faites attention et gardez surtout bien la bonne orientation. On prend son temps, on n'appuie pas comme un taré, le but c'est simplement de laisser agir la machine. Donc voilà le résultat qu'on obtient. Donc oui, comme je vous l'ai dit, on peut quand même voir des rayures, mais elles sont parallèles au sens d'allongement de la lame. Donc pour moi, elles sont pas vraiment dérangeantes en fait. Et on obtient quand même un joli polymiroir. Ensuite, je vais protéger une partie de ma lame, le dos, avec du vernis. Alors, mon premier conseil, si vous voulez faire ça, c'est d'utiliser du vernis qui soit coloré. Faites pas la même erreur que moi, n'utilisez pas du vernis transparent parce qu'après vous oubliez certains endroits, tout simplement parce que vous ne voyez pas où est-ce que vous avez mis le vernis, ou du moins pas correctement. Maintenant que le dos de ma lame est protégé, je vais mettre tout ça dans du vinaigre. Ici c'était du vinaigre blanc mais qui avait déjà servi plusieurs fois. Et du coup l'acide va attaquer tout le dos de ma lame qui n'était pas protégé alors que j'avais protégé le tranchant. Et ça nous donne du coup ce joli petit effet pour imiter en fait un Hamon, donc qui est une sorte de trempe sélective. J'ai pas le matériel et encore pas assez d'expérience pour pouvoir me lancer sur la réalisation de trempe sélective comme celle-ci, donc j'ai opté pour cette option-là pour obtenir un effet similaire. Pendant ce temps-là, mon manche a eu le temps de sécher. Donc on enlève les serre-joints, je dégraisse et je protège ma lame aussi, parce que maintenant que la lame est terminée, donc il faut vraiment pas qu'elle soit abîmée. Donc je vais bien la protéger parce qu'il va quand même falloir que je puisse assembler toutes mes pièces, et ça sans abîmer la lame. Je vérifie que le manche rentre quand même, et maintenant que tout est bien calé, on va pouvoir placer à la réalisation de ma marque en fait. Donc c'est un petit serpent. Une fois que la marque a prise, enfin du moins pendant que l'acide fait son effet, je commence à façonner le manche. Donc là j'avais un de mes collages qui n'avait pas bien tenu parce que j'avais mis une pièce de cuir et la colle n'avait pas pris sur le cuir. Donc c'est pas très grave, je vais travailler le manche en 2 parties et je vais remplacer cette pièce de cuir par un intercalaire en érable. Encore une fois, on assemble tout, on vérifie que tout est bien aligné, on serre et on laisse sécher.
J'en profite aussi pour coller la petite garde sur la grande. C'est pas vraiment nécessaire en fait, parce que une fois que tout est bien maté et assemblé, les pièces tiennent très bien sans avoir de jeu, mais c'est juste de la sécurité. J'en ai aussi profité pour mater mes rivets et aussi fixer mes mitres pour imiter un petit peu un habaki, faire un faux habaki. Donc maintenant que tous mes rivets sont matés et que mes mitres sont en place, je retourne à la ponceuse en faisant très attention à ne pas toucher ma lame. Et ici le but est d'arrondir un petit peu les angles et de préparer au polissage à main. Comme pour la petite garde, ici on vise un poli miroir. Le but en fait sur ce couteau est vraiment d'alterner le noir et le blanc. Enfin, les tons noirs et blancs, et pour la lame, étant donné qu'on ne peut pas obtenir de blanc, je me suis concentré sur un poli miroir. Donc voilà ce qu'on obtient, je suis assez content des mitres, j'aurais dû passer plus de temps sur le dos du couteau, ça aurait été un petit peu plus esthétique, mais c'est un détail, j'y ferai quand même plus attention pour les prochaines fois. Voilà le montage qu'on obtient. Donc c'est pas parfait, hein, je suis encore pas assez doué pour tout ce qui est précision à la lime, mais je suis quand même content du résultat. Maintenant que ma colle a séché, on va pouvoir passer au reste de la fabrication du manche. Donc là maintenant je suis bien rassuré, toutes mes pièces s'emboîtent bien comme il faut. Et en plus j'ai pas de jeu. Je continue le manche, donc ici c'est du grain 40 pour dégrossir tout ça, et ensuite je suis passé au grain 80. Ici, le problème c'est que le manche était plus grand que ma largeur de bande, et du coup, quand je travaillais une partie, ça avait tendance à attaquer l'autre. Bon, au final, je m'en suis assez bien sorti, mais il a fallu que je commence le polissage à la main avec du grain 80, alors que d'habitude j'attaque au 240. Tout ça parce qu'il y avait des parties en acier, et pour enlever toutes les petites irrégularités. J'ai voulu tester un petit peu de gravure sur le manche, donc rien de bien compliqué, juste un petit anneau tout le long de la pièce qui imite le pommeau. Je suis assez content du résultat, ça me permet d'expérimenter quelques trucs pour pouvoir me lancer sur d'autres projets à l'avenir. N'empêche que ce petit anneau, même s'il est joli, il faut le polir correctement, et ça c'est un petit peu plus long parce qu'il faut faire ça avec du papier de verre qui est enroulé autour d'une lime. Et maintenant que mon manche a été poli à la main, je vais pouvoir attaquer l'assemblage définitif, donc avec de la colle. Ici j'ai fait attention à surtout bien soigner le polissage sur le haut du manche, parce qu'après ça va être très difficilement accessible une fois que tout sera collé. J'enlève toutes les traces de colle qui sont à l'extérieur pour pouvoir m'épargner du travail en fait par la suite. Et une fois que c'est collé, je coupe mes rivets, je les ai ensuite matés, et j'enlève l'excès de laiton à la lime pour éviter de trop affecter le manche. Un petit coup de papier de verre, et voilà le couteau qui est terminé. Une des difficultés au moment du polissage, c'est que le sycomore est un bois qui est certes très blanc, mais aussi un petit peu poreux, donc il a vite tendance à se salir. Donc il fallait travailler chacune des pièces séparément. Voilà le résultat lorsqu'on le trempe dans l'huile. L'ébène prend une belle couleur très dense, très noire. Donc c'est aussi ce qui caractérise ce bois, et c'est ce que j'attendais de ce bois-là. Mon sycomore, il manque un petit peu de veine à mon goût, mais bon, ça, on n'est pas dans le bois pour le savoir. Et la petite pièce en fin de manche apparaît beaucoup plus dorée que ce que je ne le pensais. Mais finalement, je suis assez content du résultat. Au niveau du tranchant principal, le couteau n'a aucun problème, il coupe vraiment très bien. Pour l'autre tranchant, celui vers la pointe, j'ai eu un petit peu plus de mal à l'affûter, surtout parce qu'en fait le couteau est d'une très grande taille, et du coup je manquais un petit peu de précision et de maniabilité lorsqu'il fallait travailler le tranchant à la pierre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse avec les photos, le petit diaporama de fin et les gros plans.
Donc au final, c'est un projet dont je suis très content, c'est ma participation au concours du groupe Facebook La Coutellerie Une Passion. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc c'est ce couteau que je vais proposer comme participation. Au final, je suis quand même vraiment content de ce projet. Si je devais corriger 2 choses, c'est tout d'abord au niveau du manche, je ferai continuer la courbure du manche, la courbure de la lame dans le manche. J'ai pas fait attention à ça lorsque j'ai façonné mes pièces en acier, et c'est ça qui m'a gêné après pour obtenir la forme du manche que je voulais. J'aurais fait aussi un guillochage plus élaboré sur les intercalaires et sur les pièces en acier, de façon générale, parce que je trouve que moi qui voulais tester des choses, j'aurais pu aller plus loin, mais en fait j'ai manqué d'inspiration. Mon morceau de sycomore avait quelques fissures à l'intérieur, donc maintenant qu'elles sont remplies de colle, elles sont stables et elles bougeront plus jamais, mais n'empêche que ça affecte un petit peu le côté esthétique. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment prévoir. Voilà, donc à mon sens, ce sont les principaux défauts que ce couteau a. Mais je reste quand même très content de ce projet. À vous de me dire ce que vous en pensez maintenant. Voilà, donc on touche à la fin de la vidéo. Je vous invite à laisser un like et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, à me dire ce que vous pensez du couteau. Je reçois toutes les critiques qui sont constructives, et j'espère aussi que cette vidéo pourra vous inspirer. Si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, laissez-moi tout ça en commentaire. Et à la prochaine. Juste avant que vous quittiez la vidéo, je voulais vous montrer l'étui que j'ai réalisé pour ce couteau. Donc il y a... c'est du cuir tannage végétal, enfin c'est tout du cuir de récupération, et il y a une pyrogravure sur la pièce en cuir tannage chrome qui est insérée à l'intérieur. C'est la première fois que je réalisais ce genre d'étui, et malheureusement la face dorsale est beaucoup moins réussie que la face, celle qu'on voit en premier lorsqu'on prend le couteau. J'ai beaucoup de mal sur mes tranches, tout ça c'est parce que je débute dans le travail du cuir. J'ai beaucoup appris aussi en réalisant cet étui, et j'espère qu'il y aura de l'amélioration au fur et à mesure de mes projets. Voilà, à la prochaine et j'espère que ça vous a plu.